Écoutez, je pense que nous allons tranquillement commencer. J'espère que d'autres personnes vont arriver entre-temps. Et je voulais simplement vous annoncer, en commençant ce cours aujourd'hui, qu'il y a eu un événement assez intéressant il y a quelques jours. Je vais ouvrir ma présentation pour vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai rajouté cette diapositive pour que vous puissiez noter cette information. Donc, vous voyez, le 8 avril, c'est il y a quelques jours à peine, et elle a depuis été ratifiée par le Sénat. L'Assemblée nationale a adopté une loi qu'on a appelée la loi Molac. Alors, en France, on donne généralement des noms de loi à la personne qui a proposé cette loi, donc qui a porté cette loi. Ce n'est pas forcément celui qui a écrit la loi, mais c'est lui qui a rapporté cette loi. On a été le rapporteur auprès de l'Assemblée. Donc, ici, M. Molac est un député du Morbihan. Le Morbihan, c'est en Bretagne et c'est un breton. Et ce député a réussi à faire passer une loi qui est donc, son nom officiel, c'est une loi relative à la protection et à la promotion des langues régionales de France. Excusez-moi une seconde. Une loi relative à la protection et la promotion des langues régionales de France, dans laquelle il y a deux éléments importants, comme vous les voyez ici, accessibilité et financement de la transmission des langues régionales à l'école publique et privée, et légalisation de la signalétique bilingue de signes orthographiques régionaux, notamment diacritiques, dans les textes officiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez, on va essayer de favoriser, d'aider et notamment de financer de l'enseignement des langues régionales à l'école, ce qui n'était pas très activement réalisé jusqu'à présent. Et également, excusez-moi. Alors, извините, у меня лекция сейчас, извините, не могу. Deuxièmement, donc, la signalétique bilingue, ce sont les panneaux de signalisation dans les rues, dans les routes, etc. Et les signes diacritiques, ce sont les accents des choses différentes qui peuvent apparaître, par exemple, dans des prénoms ou dans des mots, dans les documents officiels. Il y avait eu, il y a quelque temps, une grande discussion à propos d'un petit garçon en Bretagne, justement, que ses parents avaient voulu appeler Fanch, qui était une variante bretonne de François, mais sur le A de Fanch, il y avait sur le N de Fanch, il y avait un tilde. Or, le tilde, ou même sur le A, je ne sais plus, le tilde n'est pas un signe diacritique utilisé ordinairement en français. Et les parents de ce petit garçon avaient dû batailler pendant plusieurs années contre les officiels, les services administratifs, pour obtenir l'autorisation d'écrire le nom de ce petit garçon comme on l'écrit selon l'orthographe bretonne. Ils avaient gagné ce procès, mais ça avait duré assez longtemps. Et donc maintenant, grâce à cette loi qui vient de passer, il ne devrait plus y avoir ce genre de problème avec ce petit garçon. Alors, ou avec des autres prénoms de ce genre. Dans les articles que j'ai lus, qui
commente l'apparition de cette loi, on dit que c'est une première depuis 70 ans en 70 ans, c'est la première fois que l'on réussit à faire passer une loi protégeant réellement les langues régionales en France. C'est une grande première. Donc. Et il faut, ce qui est un peu amusant, c'est que dans les articles que j'ai lus, là aussi, on parle beaucoup de la ténacité de ce député Molac qui s'est battu bec et ongle pour faire passer cette loi. Et dans les articles, on sent un tout petit sous-entendu comme quoi ce monsieur Molac est breton et donc c'est normal qu'il soit têtu, qu'il soit entêté parce que, et peut-être vous vous souvenez, nous en avions parlé quand nous avions parlé des stéréotypes régionaux, les Bretons sont considérés comme très têtus, très entêtés, et donc c'était normal pour un Breton de montrer ce caractère. Je pense qu'un député d'une autre région aurait fait la même chose, mais là, on le souligne à propos de ce député breton. Donc, c'était juste pour rajouter cette information qui vient donc d'arriver. C'est une bonne nouvelle pour la diversité linguistique française. Et là, nous allons continuer notre travail. Je rappelle que la semaine dernière, nous avions vu les différentes langues en usage sur le territoire de la France et sans parler, bien entendu, des langues dans les territoires d'outre-mer parce qu'ils sont innombrables et nous ne les connaissons pas vraiment bien. Nous avions parlé de langues qui ne sont pas d'origine romane, l'alsacien, qui est une langue germanique, le corse, qui est une langue romane, mais de la branche italienne, le catalan, qui est une langue d'origine romane, mais de la branche espagnole, le breton, qui est une langue celtique, donc tout cela, c'est sur l'arbre indo-européen, l'arbre indo-européen venant d'une sorte de racine proto-indo-européenne, et puis nous avions également évoqué le cas du basque, qui est une langue dont on ne sait rien du tout. On ne sait pas du tout d'où elle vient, en tout cas très probablement non indo-européenne. Et puis, dans le roman, nous avions parlé des langues d'Oïl, des différentes variantes de l'Oïl. Le français, nous en parlerons plus en avant la semaine prochaine, tout à l'heure. Et puis le picard, le normand, etc., tous les dialectes de Oïl. Et puis, nous avions parlé de l'arpitan ou franco-provençal qui était plutôt répandu dans la région de la Suisse romande, de la Savoie et de la région de Lyon et de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la branche provençale, de la branche de la langue d'oc, qui est donc les langues parlées dans le sud de la France. Donc ici, nous avons cette carte que nous avons vue maintenant un grand nombre de fois, et nous sommes donc dans cette zone teinte en rose rouge sur cette carte, sans bien sûr le catalan ni le basque, qui sont des autres langues d'autres régions. Et nous parlerons un peu plus en détail du provençal, qui est une des variantes, une des langues de ce groupe des langues d'oc. Le gascon, le béarnais, le languedocien, le limousin, l'auvergnat, le nissard, la langue de la ville de Nice, et le provençal alpin, qui est donc une variante alpine, une variante dans les Alpes du provençal. Il faut dire que dans ce provençal, il y a une variante toute particulière qui est le parler de Marseille, le marseillais, qui est considéré comme un dialecte à part, dans lequel il y a beaucoup de mots que l'on ne rencontre pas dans d'autres régions. Marseille on ne le
on n'y pense pas toujours, mais Marseille est la plus ancienne ville de France. C'est une ville qui existe depuis extrêmement longtemps. Elle était déjà très urbanisée au tout début de la période romaine. Et avant cette période romaine, c'était une colonie grecque. C'est une ville qui a une très grande histoire. Et quand une ville a une très grande histoire, sa langue a elle aussi une grande histoire. On trouve dans le dialecte de Marseille des mots d'origine grecque que l'on ne retrouve absolument pas dans d'autres régions. Alors, nous allons donc continuer notre périple. Vous voyez qu'on détermine plus ou moins 3 zones dans les langues d'oc. Il ne faudrait pas les mélanger, elles ne sont pas identiques les unes aux autres, comme d'habitude, bien sûr. Vous voyez qu'on a un certain nombre de langues qui sont colorées suivant les différents groupes. Et vous voyez que dans la branche gascon, il y a un certain nombre de dialectes et une langue sifflée qui est une langue qui est utilisée par les montagnards qui se transmettent des mots dans un code. Vous savez que le sifflet suisse, là, quand on siffle, cela porte beaucoup plus loin et quand vous êtes dans des montagnes, eh bien, les signaux passent mal, la voix passe mal et je pense même que dans certains cas, le téléphone portable passe mal. Donc, c'est là peut-être utile de continuer à communiquer en sifflant. Voilà une chose très originale de cette région. Alors, quelles sont les particularités de la langue d'oc? C'est assez facile de s'imaginer, vu l'histoire, étant donné que cette région a été romanisée avant les autres, l'influence du latin est plus ancienne et plus profonde, puisque les Romains se sont installés 200 ans avant le reste du territoire et ont construit des monuments et ont vécu dans cette zone. La province du sud de la Gaule narbonnaise, était une province romaine, elle faisait partie du territoire romain, ce n'était pas une colonie, ce n'était pas un pays conquis, et les habitants avaient la citoyenneté romaine, donc c'était bien entendu, on parlait latin dans cette région-là. Et cette zone était moins celtisée, donc il y avait moins d'origine, de substrat celtique dans cette zone, et il y a bien entendu beaucoup moins d'influence germanique dans cette zone, puisque les peuples germains sont venus du nord et ne se sont pas installés en grande quantité. Seuls les Ostrogoths se sont installés dans la région du sud-ouest, Toulouse, pour longtemps, mais là, ils ont commencé à parler la langue locale. Et jusqu'au XIIIe siècle, il faut bien voir que la zone de la Provence était une zone qui avait sa propre unité, qui avait son propre caractère et qui avait une certaine unité politique, si bien que c'est seulement avec l'espèce de conquête qui a été faite par le roi Saint-Louis au moment de la croisade contre les Albigeois, c'est donc au XIIIe siècle que le pouvoir royal donc du Nord est venu s'imposer dans le sud de la France. Jusqu'au XIIIe siècle, la Provence vivait vraiment dans la France, mais pas toujours, et surtout avec sa propre unité. Et une sorte de forme compréhensible par tout le monde, une forme supradialectale, a existé jusqu'au XVIe siècle. Et on peut dire que cette forme avait une grande littérature. Quand nous parlons des troubadours,
le mot troubadour est connu dans le monde entier. Le mot troubadour, c'est un mot provençal. Les troubadours étaient des poètes itinérants provençaux. L'équivalent dans le nord de la France, c'était les trouvères, hein, mais la forme troubadour correspond à quelqu'un du sud, la terminaison our est typique du provençal, et troubadour veut dire celui qui trouve, trobar, cela veut dire trouver en provençal, celui qui trouve des mélodies sur son instrument, donc celui qui s'accompagne sur son instrument de musique. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, donc il n'y a pas encore très longtemps, le provençal était une langue très vivante et bien parlée, bien utilisée dans tout le sud de la France. On entendait du provençal un peu partout, dans toutes ces régions. Ma famille, une branche de ma famille est d'origine du sud de la France, dans la région de Toulouse, Marmande, Montauban, et on m'a dit que mon arrière-grand-mère parlait le provençal tout à fait couramment, et c'était absolument normal. C'était pas quelqu'un d'un village, c'était une femme cultivée de la ville, et les habitants parlaient le provençal. Elle parlait également le français, mais elle parlait le provençal. Alors, structurellement, du point de vue structurel, il y a un certain nombre de critères qui déterminent la langue provençale. Nous allons voir un peu quelques-unes. Donc, du point de vue de la phonétique, il n'y a pas beaucoup de voyelles O, A, E, comme dans le français, elles sont très rares. La voyelle U existe, ce qui n'est pas typique par exemple de l'italien ou de l'espagnol. Il y a des voyelles nasales, ce qui là aussi est assez original. Ni l'italien et l'espagnol n'ont pas de voyelles nasales, donc c'est une particularité des parlers romans, donc qui venait probablement de l'ancien latin des premiers siècles. Mais les voyelles nasales n'ont pas la même consonance, le même timbre que les voyelles nasales en français. C'est-à-dire que dans le provençal, et on le retrouvera dans l'accent méridional, dans le provençal, la voyelle nasale se dit on, avec un n qui s'entend on, le n s'entend quand même. Et il n'y a pas autant de diphtongues qu'il y en a en français. Là, pour le coup, c'est plus proche du vocalisme latin. Pour la morphologie, les conjugaisons rappellent le latin. Et comme dans le latin, les formes verbales sont différentes pour chaque personne, donc les pronoms personnels sont facultatifs. Vous savez qu'en français, nous sommes obligés de dire je chante, tu chantes, il chante, parce que si vous ne mettez pas les pronoms personnels, personne ne sait quelle est la personne qui parle. Chante, chante, chante. Qui parle, de qui parlons-nous, la première, deuxième ou troisième personne. En russe, nous avons payou, payouch, payot. On peut ne pas utiliser le pronom personnel parce que la forme verbale est différente à chaque fois. En français actuel, la forme verbale n'est pas différente, donc nous avons des pronoms personnels. En provençal, la forme verbale est différente, donc nous avons les pronoms ne sont pas obligatoires. Certains temps qui existaient en latin et qui ont disparu dans d'autres langues romanes sont conservés. Un certain nombre d'utilisations de subjonctifs sont différentes du français. Et une chose qui est très typique du provençal, ce sont les temps surcomposés, c'est-à-dire quand on a, vous le voyez en traduction ici, je l'ai eu chanté cette chanson, donc le passé composé du
de l'auxiliaire plus le participe passé. Et on peut avoir « je l'avais eu chanter cette chanson », donc le plus que parfait de l'auxiliaire avec le participe passé. On peut avoir la même chose avec le passé simple, donc le passé simple de l'auxiliaire et le futur antérieur de l'auxiliaire. Ce sont des temps composés qui sont utilisés dans certaines constructions, bien sûr, des constructions de temps rapportés ou de concordance de temps très fines que l'on a complètement abandonnées en français. Le lexique, c'est un lexique tout à fait différent du lexique du français des langues d'Oïl, non pas seulement du français, mais du normand, du picard, etc. Et c'est un lexique qui a beaucoup donné de mots en français. C'est-à-dire qu'on considère qu'en français moderne, il y a au moins 1600 mots, 1600 substantifs en général, qui ont été empruntés à l'occitan à différentes périodes parce que il y a évidemment des échanges culturels, des contacts de langue, et je suppose que vous connaissez un certain nombre de ces mots, je ne sais pas moi, dans lesquels vous pourriez trouver. Certains sont très typiques, par exemple la cigale, cicade. Il n'y a pas beaucoup de cigales dans le nord de la France, c'est donc un insecte qui est local, si j'ose dire. Mais d'autres mots comme un cadeau, un cap, un cadet, une jarre, la muscade, tout ça, ce sont des mots qui sont complètement entrés dans le français actuel. On voit d'ailleurs, si vous le remarquez, un certain nombre de mots en « ad », par exemple, aubade, muscade, salade, c'est un suffixe qui, en occitan, donc en langue provençale, indique un mot collectif. La langue provençale, la langue d'oc, est une langue de littérature. On ne peut pas dire d'immense littérature, mais il y a une littérature qui a existé, qui continue à exister en langue provençale. Je vous ai parlé des troubadours. D'ailleurs, vous voyez ici, ce sont notamment des femmes qui pouvaient être troubadours, et la condition féminine dans la Provence médiévale n'était pas du tout la même que la condition féminine dans l'Europe du Nord, mais dans la France du Nord, ce n'était pas la même chose. Et puis, un des auteurs très connus de la Provence, c'est Frédéric. Alors, on le dit en français Frédéric, mais en provençal, c'est Frédéric Mistral. Le Mistral, c'est un nom d'emprunt parce que le Mistral, c'est un vent typique, un vent célèbre de la région. C'est un vent du nord qui souffle très fort et qui influence beaucoup le climat de cette région, qui a organisé un mouvement qui s'appelait les Félibriges. Donc, vous voyez ici le logo, on peut dire, l'insigne des Félibriges, et qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1904. Donc, une certaine reconnaissance de la littérature. Mistral écrivait en langue d'oc. Il pouvait se traduire également, mais à l'origine, c'était en langue d'oc qu'il écrivait ses œuvres littéraires. Alors, parmi les différents dialectes et les différentes langues de la langue d'oc, on va parler un petit peu plus en détail du provençal. Et je vous ai mis ici, parce que c'est assez intéressant, un récit que nous allons comparer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, c'est un texte de Mistral. Es demanda la festo direi, se voleis vere arriba, annaseillo andavans pitios, et portesies caucaren per iufri. Bon, je comprends que vous ne comprenez pas vraiment beaucoup.
quand même, je pense qu'on peut arriver à comprendre que est demain la festo, on peut penser que c'est demain la fête. D'accord? Et on va voir de quoi est-ce que c'est la fête. Voilà la traduction de Mistral en français. C'est demain la fête des rois. Si vous voulez les voir arriver, allez vite petit à leur rencontre et portez-leur quelques offrandes. C'est un récit qui parle de la fête des rois. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il existe une traduction ou même une adaptation de Bounine. Et l'année dernière, c'était l'année de Bounine, donc c'était tout à fait d'actualité, de ce récit, Les Rois Mages, écrit par Frédéric Mistral. Donc, Bounine admirait beaucoup Mistral et il a donc repris et retraduit certains de ses récits dans ses nouvelles. Vous voyez ici la traduction, donc le texte russe de Bounine, le début de cette histoire, et on peut comparer le texte de Mistral et le texte français et le texte bien sûr de Bounine. Alors, je vous laisse voir un petit peu sur ce tableau. Est-ce que vous sauriez comprendre de quoi qu'est-ce que veut dire les textes, les textes qui sont ici? Alors, je suppose que les 4 premiers ne vous posent pas trop de problèmes, d'accord? Je vais les ouvrir, mais je suppose que vous voyez très bien que c'est au revoir, à demain, bonne nuit, merci. Est-ce que vous pouvez trouver la suite des jours, des livres, des filles, des maisons? Postal, c'est la maison. Ensuite, je suppose que ce sont des formes verbales, soy cansat. Des idées? Je suis fatiguée. Et l'autre dit, je vais bien. Et une quatrième série d'exemples. Quelle heure est-il? Nous avons du temps. Il est 2 heures. Et je ne vois pas le dernier parce que j'ai le bas de mon écran disparaît derrière une explication de Zoom qui m'agace. Une phrase que l'on rencontre assez souvent, qu'on voit par exemple dans le film, si vous avez regardé, je vous le conseille de regarder ce film, La gloire de mon père et la suite, Le château de ma mère. Ça doit être dans Le château de ma mère d'ailleurs, qui sont des films, des adaptations cinématographiques des œuvres de Marcel Pagnol. On entend cette phrase, c'est une phrase que l'on prononce à Noël, au réveillon de Noël. À l'an que vient, que siam pas mai, que soudem pas mens. Il veut dire à l'an qui vient, donc l'année prochaine, à l'an que vient, à l'an qui vient. Ça, c'est le que qui introduit le subjonctif, le que qui veut dire un souhait, pust, là, par en français, on va être obligé de dire si, mais l'idée, c'est vraiment pust. Si siam pas mei, si nous ne sommes pas plus, que siguem pas mens, que nous ne soyons pas moins. C'est-à-dire que nous espérons que la famille, peut-être qu'il n'y aura pas de nouvel enfant, la famille ne s'agrandira pas pendant l'année suivante, mais au moins nous espérons que personne ne va disparaître dans le cours de l'année suivante. Et on prononce ces paroles devant ce que l'on appelle les 13 desserts, qui sont les desserts de Noël traditionnels provençaux. Je vous propose d'utiliser cette phrase à Noël ou au Nouvel An l'année prochaine pour faire un vœu. C'est un vœu très, très, très traditionnel de la Provence. Alors, comme on l'a vu, c'est une langue qui est quand même relativement parlée. C'est la langue régionale la plus parlée de France, si on compte tout ensemble, sans couper par petits morceaux. Donc, l'ensemble des Languedoc représente 600 000 personnes
donc sur cette carte. En 2020, suivant les estimations de 0,5 à 2 millions. Et puis, il y a des chaînes de radio, il y a des émissions, il y a des émissions de télévision. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le provençal soit dans une mauvaise posture dans la France actuelle. On le voit notamment dans quelle zone il est plus utilisé. Ce n'est pas comme on pourrait le penser sur la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur, elle est quand même très, si j'ose dire, colonisée par les touristes et par les étrangers et par les Français du nord de la France, mais c'est plutôt dans des régions de montagne comme les Alpes et de montagnes comme le Massif central et de montagnes comme les Pyrénées, où on peut trouver des gens qui pratiquent assez régulièrement l'occitan. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la loi qui autorisait et qui exigeait même probablement l'affichage bilingue. Suivant les villes, ça dépend. Moi, j'ai constaté l'année dernière qu'à Toulouse, l'affichage est bien bilingue, il n'y a aucun doute là-dessus. Et même ce qui est assez amusant, c'est dans le métro et dans les autobus, les annonces que la station suivante sera Jean Jaurès, par exemple, les annonces sont faites dans les deux langues. Il y a donc une annonce, une voix enregistrée qui annonce la station suivante dans les deux langues. Alors, vous voyez ce petit dessin humoristique, peut-être qu'il faut que les contrôleurs mettent un costume folklorique, mais c'est bien sûr une plaisanterie. Alors, nous allons maintenant, puisque nous avons fait tout le tour de ces langues de la France, nous allons maintenant passer à l'autre branche de cette variété linguistique qui sont les variantes régionales du français. Donc, je réexplique si vous l'avez oublié. Nous avons deux choses complètement différentes. C'est d'une part des langues différentes. Et le français est une des langues de France. Et comme tous les habitants de la France et tous les citoyens français parlent le français, ce français est influencé par les langues régionales. Donc, le français parlé en France a des particularités qui le rendent différent d'une région à l'autre. Et c'est de ces particularités que nous allons parler maintenant. Donc, nous distinguons les langues régionales et le français. Donc, je vous enverrai sur le Google Docs ces deux documentaires qui sont assez amusants et qui permettent de comprendre justement les différentes particularités du français dans les différentes zones de France. Donc, nous expliquons comment cette variété. Donc, si nous avons une variété linguistique avec des langues germaniques ici, le franco-provençal, le breton, le basque, l'occitan au sud et le langue d'oïl au nord, nous savons que cette langue d'oïl et le dialecte de Paris a fini par s'étendre sur tout le pays. Donc, tout le pays parle cette langue de couleur verdâtre, mais avec, bien sûr, des influences dues aux autres langues pratiquées localement. Alors, comment est-ce que se manifeste cette variété? Alors, il y a beaucoup de variétés différentes. On en parle, je dirais, presque de plus en plus. Pendant très longtemps, on a essayé de faire semblant qu'il n'existe pas de différence de parler de français et qu'il n'y a que le français de Paris qui est le bon et que tous les autres sont des mauvais français. Maintenant, ça n'est pas
le cas, et il y a une grande attention qui est apportée aux différences locales de la prononciation et du vocabulaire et même de la grammaire du français dans les différentes régions. Par exemple, vous pouvez consulter l'atlas des sonores. Alors, on parle ici des langues régionales. En fait, il s'agit des formes régionales du français. Heureusement, la terminologie n'est pas toujours respectée. Et puis, il y a cette merveilleuse série de livres. Moi, je viens de recevoir ce 3e livre, il est très gros, et il y a beaucoup d'explications sur les différentes formes. Alors, en général, il s'agit de formes lexicales, mais on parle aussi des différentes prononciations et aussi des formes grammaticales. L'auteur Mathieu Avanzi se base sur des très nombreux questionnaires en ligne et il a accumulé une énorme quantité de données et il a vraiment réussi à visualiser ces résultats. Là, par exemple, disons, la chose la plus célèbre, et c'était une des premières cartes que l'on a faites à propos de ces variantes régionales, c'était comment est-ce que vous appelez, comment vous dénommez cette pâtisserie, donc une pâte feuilletée comme un croissant avec 1 ou 2 barres de chocolat à l'intérieur. Et ce qui est très amusant, c'est que on obtient une carte avec des pains au chocolat et des chocolatines, et puis des petits pains au chocolat, des petits pains, une couque au chocolat dans la Belgique. Ce qui est assez amusant, c'est que la plupart des gens qui utilisent tel ou tel mot sont absolument persuadés que c'est comme ça que cet objet s'appelle et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que les autres se trompent. La guerre de la chocolatine, c'était sur Internet, on a beaucoup discuté, il y a énormément de gens qui ont dit mais non, mais vous vous trompez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct, il faut changer l'étiquette dans le magasin, dans la pâtisserie. Il y a une persuasion, et ce qui veut dire que ces mots sont absolument en usage local et les gens qui les utilisent ne savent pas qu'on dit autre chose dans une autre région. Et vous voyez par exemple ici pour le pichet, cet objet, le pichet n'a pas le même nom dans les différentes zones. Mais il y a aussi des différences de prononciation. Par exemple, vous prenez, et pas seulement pour ce mot-là, mais pour les mots en IL, vous prenez le persil. Le persil, Petrouchka. Moi, je suis parisienne et je dis le persil. Ça s'écrit avec un L. Ça s'écrit avec un L à la fin. Et dans un grand nombre de régions, et comme vous le voyez, ce n'est pas obligatoirement historiquement lié à des influences historiques, il y a un grand nombre de régions où on dit le persil. Et moi, spontanément, je ne dirais jamais persil, je dirais persil, si je vois ce mot écrit dans un texte. Pour l'adverbe dit en russe Minche, je ne vais pas le prononcer ici, dans la plupart de la France du Nord et même une partie de la France du Sud, on dit moins. J'en ai moins, il est 6h moins le quart, il en faut moins. Et dans le sud-ouest, on va dire moins. Là aussi, c'est tout à fait normal, c'est la norme, mais c'est la norme locale. On ne doit pas dire que c'est correct ou pas correct, c'est tout à fait des choses régionales. Même chose avec le chiffre 20. Là, la répartition est complètement différente. Vous voyez, vous avez 20 euros, 20, pas quand il y a une liaison, bien sûr, 20 chevaux, 20 livres, 20 chiens, et avec un T que l'on entend dans la région est de la France. Une chose que vous avez peut-être apprise quand vous apprenez le français, c'est de faire la différence entre le 1 et le 1. Moi, j'arrive à faire cette différence, je la fais régulièrement.
peut-être pas d'une façon très très nette. Si on enregistre ma parole, j'aurais peut-être tendance à faire des mots qui se ressemblent, mais pour moi, brun, значит, коричневый и ну, называется листочек, стебелек, стебелек. Ce sont des mots différents et je ne vais pas les confondre en les disant. Dans le sud de la France, comme vous voyez, brun et grain se prononcent de la même manière. De même moi, je fais la différence, et toute la France du Nord fait la différence entre saute et saute. La France du Sud, dans les deux cas, a un O ouvert, saute et saute. Et c'est une chose pour laquelle on critique souvent les personnes qui parlent avec l'accent du Sud parce que leur prononciation est marquée. La même chose pour rose et rose. Le O est vraiment très ouvert. Dans le sud de la France, c'est la Tante Rose. Si vous regardez justement la gloire de mon père, les personnes parlent avec l'accent du Midi et vous entendrez justement, c'est le nom d'un des personnages avec un O ouvert, Rosa. Rose, oui, en plus le personnage est du Béarn et il roule les airs. De la même manière, dans certaines régions, on différencie le et le est. Moi, j'ai tendance à les différencier. En tout cas, ça ne m'est pas difficile. Dans d'autres régions, il n'y a pas du tout de différence entre le est et le est du français. Et la même chose pour le poulet et le poulet. Vous voyez que c'est la même chose, à peu près la même zone de différence. Alors, quelles sont les variétés de français? Eh bien, il y a beaucoup, bien sûr, de variétés, mais on va voir très rapidement 4 variétés différentes. Le français méridional, le français d'Alsace, le français du Nord et le français de Bretagne. Mais bien sûr, il y a d'autres choses, d'autres différences un petit peu plus fines. Par exemple, dans les Vosges, il y a une certaine façon, en Lorraine, une certaine façon de parler. La Lorraine, les Vosges, elles sont notées ici. D'ailleurs, à propos de la Lorraine et des Vosges, j'ai entendu une fois un enregistrement historique de prononciation d'une personne de Lorraine et j'ai été très étonnée d'entendre parler ma marraine. Ma marraine était de Nancy, enfin elle habitait à Nancy, mais elle était d'origine d'une ville de Lorraine qui s'appelle Saint-Dizier. Et moi, je pensais que c'était simplement ma marraine, donc cette personne-là, qui parlait un peu bizarrement. Pour moi, il y avait une façon de prononcer les choses qui était différente de la façon que j'avais, moi, à Paris, de prononcer les mots, une sorte de mélodie de la phrase qui était différente. Et je la reconnaissais très bien comme étant la façon de parler de ma marraine. Et c'est avec beaucoup d'étonnement que je me suis aperçue que c'était comme ça qu'on parlait dans cette région. Donc, en fait, elle parlait le français de sa région, l'accent, l'intonation de sa région. Moi, je n'en avais pas du tout conscience. Alors, le français méridional a pris des mots occitans en les franchisant un peu, mais il emprunte des mots à l'occitan, par exemple, dégun, il n'y a pas dégun, ça veut dire il n'y a rien. Un minot, c'est un enfant. Un pitchoun aussi, c'est un petit. S'escagasser, ça veut dire s'énerver. Un cafouchi, c'est une petite armoire, une sorte de cagibi, etc., etc. Beaucoup de mots qui sont utilisés par les méridionaux tous les jours. J'ai des amis qui parlent comme ça tout le temps, sans avoir du tout l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire. On dit adieu pour dire bonjour. Il y a certains mots qui ont un genre différent, donc un lièvre, zayetz, zaïka, une lièvre. Et puis, on utilise le passé surcomposé. Nous avons vu tout à l'heure que le passé surcomposé était typique en occitan. Et on retrouve ce passé surcomposé en français. On trouve des différentes façons de conjuguer et de
construire les phrases avec ou sans préposition, l'utilisation de l'article qui est différente, l'utilisation de l'auxiliaire qui n'est pas la même. Donc, il y a un certain nombre de particularités, aussi bien pour le vocabulaire que grammaire et bien sûr que l'accent. L'accent est très, très typique. C'est certainement parmi les accents français le plus reconnaissable, avec une intonation, un accent sur le mot, un accent tonique sur le mot, les E muets qui sont prononcés et même peut-être rajoutés. Là où il n'y a pas de E muet, on va éventuellement en rajouter. Donc le O est ouvert et la voyelle nasale est une voyelle, c'est un son agne, comme ça par exemple le an est prononcé agne. Mais dans cette région, on distingue le 1 du 1. Je vous enverrai des enregistrements pour que vous puissiez entendre les exemples de prononciation. Peut-être que je vous en donnerai quelques-uns à la fin, mais je sais qu'il y a parfois des problèmes avec la vidéo et le son, donc je ne vais peut-être pas risquer ça. Dans le français d'Alsace, on a au contraire on a des calques de l'alsacien. On trouve des expressions comme on donne à la place de il y a, es gibt en allemand, il y a en français. Des constructions grammaticales, des mots différents, un accent qui rappelle l'accent allemand, des voyelles nasales qui ne sont pas nasalisées, un accent tonique sur la première syllabe du mot et des mots, des sons qui sont dévoisés, le je qui fait ch, le b qui fait p et le v qui fait f. C'est une prononciation sourde. Un certain nombre de mots passent dans le français, donc un schluck, le schluss, la schlass, le spritz, être fraîche, être schlass. Ça, c'est assez courant en français, dans l'argot français. Un schnock, c'est passé aussi complètement dans le français, mais c'est un mot du français de l'Alsace. On le rencontre plus souvent là-bas. Et vous voyez dans le dictionnaire de Mathieu Avanzi, on voit que ces mots, le schnack, le snack, le schluck, là, je ne vois pas où est-ce qu'il est, attendre quelqu'un, attendre sur quelqu'un au lieu d'attendre quelqu'un. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de régionalismes qui sont utilisés uniquement dans cette région. Et vous avez ici, même si vous n'avez pas les livres de Mathieu Avanzi, vous pouvez consulter le site françaisdenosrégions.com et vous trouverez un grand nombre d'explications et un grand nombre de cartes sur les différentes régions, les différentes prononciations, etc. Les Français du Nord, alors j'espère que je vais arriver à vous faire passer la petite vidéo dès que j'aurai terminé, parce que ça, c'est une des scènes les plus amusantes de Bienvenue chez les Ch'tis, qui a permis de faire entendre le français des Ch'tis et le français, la prononciation du nord de la France. Quand le monsieur qui vient, lui, du sud de la France, s'installe dans le nord, rencontre son futur collègue et n'arrive absolument pas à comprendre qu'est-ce qu'il lui dit, parce que les quiens, ça veut dire les siens, et les chiens, ça veut dire les siens, et les quiens, ça veut dire les chiens. Donc, tous les mots sont mélangés et le pauvre personnage se dit, mais putain, les chats, les chiens, tout le monde parle comme vous ici. Au début, il n'arrive pas du tout à comprendre comment est-ce que l'on parle dans cette région. Vous voyez, donc, les sons nasaux sont confondus. Le « et » et le « et » sont pareils. Le « r » à la fin du mot n'est pas prononcé. Le « i » s'ouvre, on parle de l'aile et non pas de l'île.
Le A, au contraire, devient un A très arrière, en arrière, ou même un A. Euh, même les syllabes ouvertes se nasalisent. Il y a des assimilations que l'on ne ferait pas en français, et puis un R sourd, et une chose qui est très connue dans le nord de la France, c'est le verbe pouvoir qui est remplacé par le verbe savoir. Donc, c'est le sauf qui peut, on dirait, dans le français standard, et dans le français du nord de la France, on dit c'est le sauf qui sait. Vous voyez beaucoup d'autres différences. Je ne vais pas les détailler ici, c'est très bien décrit. Et vous voyez sur les cartes de Mathieu Avanzi, ne pas savoir, je ne peux pas faire quelque chose, est utilisé dans cette région. La Ducasse, qui est une fête foraine, une fête locale, praznik, местный praznik, c'est uniquement dans cette région qu'on l'emploie. La drisse, c'est également une forme de pluie. C'est uniquement là qu'on l'utilise. Le chicon, c'est le nom de l'endive dans cette région. Dans les autres régions, on ne l'utilise pas. On connaît ce légume, mais on l'appelle endive. Dans la région du Nord, on utilise l'adverbe fort pour renforcer quelque chose. Donc, c'est très important, c'est très beau, on va dire, c'est fort important, c'est fort beau. Et puis, l'un des mots les plus célèbres de cette série, c'est la vassingue, qui a des noms très différents dans les différentes régions de France. En français standard, on dit une serpillière. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de mots différents dans les différentes régions pour cette serpillière, et notamment une vassingue dans le nord de la France. Certains mots sont connus en français et pas seulement dans la région du Nord. La drache, c'est la pluie, c'est une pluie très forte, une kermesse, des carabistouilles. Le président Jacques Chirac aimait bien le mot les carabistouilles. Et oh non, c'est Macron qui l'a utilisé. Faire des carabistouilles, c'est какие-то сложности, какие-то ухищрения, какие-то странные вещи делать. Voilà des mots que l'on rencontre dans le français courant et que l'on rencontre qui viennent de la variante locale du français. Pour la Bretagne, alors on rencontre, je crois qu'on est c'est moins facile de distinguer l'accent breton. Je suis absolument incapable de distinguer l'accent breton de quelqu'un. Par contre, il y a des mots bretons qui sont entrés dans le français et qui sont utilisés dans la version française, la version locale de français. Et vous voyez qu'il y a même des livres que l'on peut trouver, le français tel qu'on le parle en Bretagne, qui sont très célèbres, et avec les expressions gast, glaouche, c'est pas français, voilà, ici, arrête de ruser tes pieds, donc de traîner les pieds. Celles-ci passent leur temps à flapper. Flapper, ça veut dire bavarder. Tout le monde a son ticket dans le derrière. Ça, c'est très amusant. Donc, simplement derrière, à l'arrière du bus, de Zadida. Je vais faire du reuse avec ça. Je vais faire du succès, je vais faire du bruit avec ça. Donc, vous voyez des expressions qui sont commentées avec humour, mais qui sont utilisées dans le français de ces régions. Notamment, le biniou, c'est un instrument de musique locale, et quand on vous demande de faire un alcotest, dans cette région, on va utiliser souffler dans le biniou, et la prononciation du mot qui veut dire pechka, poil, dans la plupart de la France se dit
poil, mais dans la Bretagne, ainsi que dans le nord de la France, on dit poêle. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui diffèrent. Alors, la prononciation est décrite, mais c'est assez difficile de différencier la prononciation. Alors, on ne va pas parler ici, et c'est dommage, mais on n'a tout simplement pas le temps de parler de ces autres variantes qui existent. Et notamment, il existe plusieurs livres sur le parler gaga de Saint-Étienne qui sont tout à fait intéressants. Alors, je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que ça marche parce que ça ne marche pas toujours. Je vais essayer de vous faire entendre des formes de français local, mais si ça ne marche pas, je vous enverrai les éléments parce que c'est parfois assez difficile de faire passer le son. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas toujours avec Zoom. Donc, par exemple, je voudrais essayer quand même de vous faire passer cet extrait, mais vous allez me dire tout de suite si vous l'envoyez, si vous l'entendez ou pas. Attendez. Essayer comme ça. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez ma vidéo? On voit, mais on n'entend pas. Vous n'entendez pas, hein? Non. Mais j'arrive jamais à faire ça avec Zoom. Je vais vous envoyer les illustrations. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'illustration pendant le cours, parce que j'avais peur que ça ne marcherait pas. Donc, je vous enverrai des exemples de petites vidéos avec l'accent parisien ancien, avec des contes en occitan, un conte en normand, un exposé en breton, une chanson en picard, quelque chose sur les dialectes alsaciens, des chansons en picard, quelque chose en corse, en arpitan, et une chanson en breton, et une explication également en basque. Donc, c'est pour ce cours-ci et le cours précédent. Et puis, je vous donnerai également des exemples d'accents dans les différentes régions de France. Donc, j'ai beaucoup de matières qui, j'espère, vous sembleront intéressantes, mais que je n'ai pas pu utiliser pendant le cours. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'il fallait faire. D'accord. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je reviens à ma présentation, enfin, à mon écran principal. Je voudrais vous demander si vous avez des questions. Je serais tout à fait ravie d'y répondre. La semaine prochaine, nous ferons le dernier cours qui sera, sur lequel nous reviendrons sur la diversité française en général. Alors, je vois qu'il y a une question. Les Français peuvent-ils réagir négativement si vous ne comprenez pas leurs mots régionaux? Alors, c'est plutôt le contraire. En réalité, les locuteurs de langues différentes du français ou de variantes régionales du français, donc des langues différentes de France ou des variantes de France, variantes régionales du français, ont l'habitude que leurs particularités linguistiques ne sont pas reconnues. Et ils ont plutôt des complexes
vis-à-vis de cette particularité linguistique. Donc, ou bien ils ne vont pas oser utiliser ces mots avec des inconnus, ou bien ils vont expliquer quels mots ils ont utilisés, ils vont essayer de s'excuser d'utiliser des mots régionaux. Et généralement, c'est au contraire le français central, le français parisien, qui a beaucoup d'arrogance et qui donne l'impression que c'est lui qui a raison et que c'est l'autre qui a tort. Je crois que j'avais parlé au début de cette série de présentations sur les langues de France, j'avais parlé de la glottophobie, qui est une particularité française de rejeter de rejeter l'autre français à cause de son accent du Nord ou à cause de son accent méridional. Et on essaye actuellement de faire prendre conscience, au minimum officiellement, que ce n'est pas normal de discriminer quelqu'un et de ne pas, par exemple, le prendre à un travail parce qu'il a un accent régional, un accent étranger aussi, mais un accent régional, ce n'est pas normal de discriminer les gens à cause de leur accent. Mais c'est vraiment très récent et c'est un phénomène très actuel et très présent en France. Bien, je vous en prie. D'autres questions? Alors, je vous dis désolée de ne pas avoir pu vous faire entendre tous ces exemples. Je vais les déposer tout de suite sur Internet de manière à ce que vous puissiez écouter les différents exemples de différentes façons de parler, aussi bien les langues que les prononciations régionales, sans oublier que ce sont deux choses différentes. Et il faut surtout bien comprendre, on ne le sent pas vraiment en Russie parce qu'il n'y a pas une grande différence de prononciation dans les différentes régions russes, mais en France, il y a une grande différence et il n'y a pas, enfin, si vous voulez, tout le monde a un accent. Un méridional, moi qui suis parisienne, je l'entends comme quelqu'un qui a un accent, mais lui, c'est moi qui l'entends comme étant quelqu'un qui a un accent. Il considère que c'est ma prononciation qui est considérée par les méridionaux comme une prononciation pointue, ma prononciation qui est bizarre et qui n'est pas la vraie prononciation. Donc tout le monde a un accent pour l'autre, c'est normal.